Bonjour ou rebonjour pour cette troisième table ronde, troisième et dernière table ronde de l'après-midi. Alors on a ce thème général qui est bien vieillir en bonne santé, un thème particulièrement consensuel, particulièrement vaste. Et on a choisi cette année d'avoir 3 focus. Et donc là, on a un troisième focus sur un sujet qui est absolument majeur, qui est l'attractivité des métiers du sanitaire et du social. Alors, je vais peut-être présenter tout de suite les intervenants qui nous ont rejoints. Donc, nous avons Marie-Sophie de Saulles, qui est présidente de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire. Hein, je n'ai pas fait de faute. On a Marcel Gégère, qui est auteur du livre « Principes et pratiques d'action sociale, sens et non-sens de l'intervention sociale ». Alors, je fais comme Bernard Pivot, comme feu Bernard Pivot. Je présente le livre. Et ce livre, donc Marcel Gégère, vous avez été professeur au Conservatoire national des arts et métiers, donc vous êtes professeur émérite. Et donc, ce livre a été le co-lauréat du Grand Prix de la protection sociale, donc organisé par le N3S. Donc, c'est pour cette raison que je fais cette publicité, que je vais faire également pour la co-lauréate, qui est la co-auteure, donc du livre « Aide à domicile, un métier en souffrance, sortir de l'impasse », donc Annie Dussuet. C'est un livre que vous avez écrit à, alors il ne faut pas se tromper, à 6 mains, donc à 3. Donc François-Xavier Devetter, Annie Dussuet et Emmanuel Puissant, qui est également co-lauréat. Vous êtes tous les 3 co-lauréats du Grand Prix de la protection sociale 2024. Vous partagez ça avec Marcel Gégère. Donc je disais donc, effectivement, un enjeu crucial pour l'avenir même de la protection sociale. On a tous en tête le boom, le papy boom, et donc le super papy boom que va représenter l'arrivée à un âge avancé des générations qui sont nées juste après la Seconde Guerre mondiale. Et avant même de parler au fond de financement, avant même de parler de gouvernance, de prestations, d'aide pour savoir si elles sont suffisamment calibrées, etc., il faut du monde et il faut des personnels qualifiés, formés, engagés, mobilisés pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et c'est une question, la question de métier du sanitaire et du social, c'est une question qui touche à la fois le monde du domicile. On va peut-être s'intéresser peut-être plus précisément sur le sujet grand âge. C'est un sujet qui concerne à la fois le monde du domicile et le monde des établissements, parce que on a cette priorité qui est mise en avant par les personnes elles-mêmes et qui est mise en avant par les politiques publiques, qui est de maintenir à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées, mais si on les maintient à domicile, il faut bien du monde pour qu'elles puissent le faire. Et puis, comment maintenir à domicile des personnes âgées sans aide à domicile? Comment avoir des établissements de qualité alors même qu'on peut constater des fuites de personnel. Donc c'est considéré comme vraiment une des conditions sine qua non de la politique du grand âge et de la politique du handicap. Là-dessus, on a eu déjà l'annonce du président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2018 au congrès de la mutualité sur la loi grand âge qui devait venir. On a eu le rapport de Dominique Libault en mars 2019 qui mettait déjà l'accent sur ce sujet. On a eu le rapport de Madame Myriam El Khomri qui a déjà 5 ans, il a été remis en octobre 2019, il a déjà 5 ans ce rapport. Et au fond, depuis, on sait ce qu'il faut faire, on a écrit des rapports et des rapports pour dire ce qu'il fallait faire, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans? Je vais peut-être me tourner d'abord vers Marie-Sophie de Saulles. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis, en tant que présidente de la FEAP,
mobilisés pour permettre aux personnes de choisir leur mode de vie. Je le dis simplement parce que je n'aime pas beaucoup le terme de maintien à domicile, qui a un petit côté contraint. Et donc, je préfère dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le choix du mode de vie et c'est le fait que les personnes vont avoir un parcours itératif entre le domicile, éventuellement l'hôpital, les établissements, les services, et que ce parcours itératif nécessite d'avoir à tous les endroits des professionnels qui soient des professionnels compétents, motivés et ayant effectivement chevillé au cœur cette idée de je fais tout pour que la personne puisse choisir son mode de vie. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que nous essayons de faire? Bon, d'abord, ce que nous essayons de faire, c'est de fidéliser les salariés. Parce qu'avant même d'envisager la question de l'attractivité, il faut d'abord qu'on se dise qu'est-ce que l'on peut faire, nous, pour permettre à nos professionnels de se sentir bien dans leur activité. Et ça, c'est pas si facile que ça, j'allais dire, avec un contexte général qui n'est pas très valorisant pour celles et ceux qui ont choisi les métiers de l'humain. Alors, plusieurs choses peut-être d'abord sur la question de l'attractivité. Ce que nous souhaitons d'abord, c'est de pouvoir travailler sur la reconnaissance des compétences. Voilà. Et de se dire que les compétences, ça n'est pas que de la qualification. Les compétences, c'est également être en capacité de mesurer le degré d'autonomie qui est nécessaire par la personne, le niveau d'organisation, de planification qui est nécessaire pour réaliser leurs différentes activités. Et donc, on est dans un travail actuellement de voir comment on peut faire pour reconnaître ces compétences. Je dis souvent, et de manière un peu rapide, que être aide-soignant dans un service de chirurgie, être aide-soignant en EHPAD, être aide-soignant en SIAD, c'est pas les mêmes compétences. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de reconnaître la diversité des compétences exercées par les personnes. Et au-delà de ça, il faut également qu'on soit en capacité de reconnaître pour un professionnel dédié la capacité qu'il a d'expertise, qui n'est peut-être pas la capacité d'expertise moyenne, simplement parce qu'éventuellement il s'est formé, il a eu un diplôme universitaire par exemple, ou parce qu'il a fait valoir une expertise particulière. J'insiste beaucoup sur ces sujets-là, parce que cette question de l'individualisation de la reconnaissance que l'on a pour les professionnels est un élément majeur pour pouvoir que nos professionnels, notamment nos jeunes professionnels, se sentent bien dans leur emploi. Puis il y a le deuxième élément sur la question de comment conserver nos salariés, c'est quand même la reconnaissance du fait que la branche dans laquelle nous nous trouvons, dans le sanitaire, donc médico-social et social, c'est la branche où il y a le taux de sinistralité le plus important. Oui. De toutes les branches. Donc c'est un sujet. C'est un sujet à triple titre. Premier sujet, c'est la santé au travail que l'on doit à nos professionnels et le fait de leur capacité à conserver cette santé au travail. C'est également un sujet parce que c'est un facteur de désorganisation majeure. Et donc, quand on voit les demandes de nos professionnels de pouvoir avoir des plannings respectés, etc., c'est d'autant plus facile que vous avez un absentéisme qui est moindre et que donc le travail d'équipe n'est pas en permanence désorganisé par des absences. Et puis, élément quand même pas complètement négligeable, c'est que ça coûte cher. Et que cet argent-là pourrait être employé de manière plus intelligente. Et donc, on est en train de travailler avec les partenaires sociaux sur ces questions-là, sur les questions de santé au travail, avec l'idée aujourd'hui que nous avons de créer, comme ça existe dans le BTP, un organisme paritaire de prévention qui permettrait
j'allais dire, de s'engager de façon majeure dans cette culture de la prévention, dans la prévention des risques spécifiques du secteur, je dirais dans la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un élément également donc majeur chez nous, et on souhaite le faire en s'associant avec une association qui a déjà une expérience de paritarisme en la matière, qui est OETH, et qui travaille sur le maintien dans l'emploi des salariés. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le sujet de comment fait-on pour que nos professionnels aient envie de rester chez nous. On reviendra peut-être plus tard sur des questions d'organisation de travail et de parcours, mais c'est vraiment un sujet majeur. Et puis, notre deuxième élément, forcément, c'est de pouvoir recruter. Donc, jusque-là, vous ne serez pas étonnés. Et sur la question du recrutement, alors, on avait quand même le gouvernement nous avait fait de grandes annonces sur les plans de métiers du secteur, etc. Bon, je ne peux pas dire qu'on ait vu encore grand-chose arriver en la matière. Mais nous considérons qu'il y a une voie qu'on n'a pas encore suffisamment explorée, qui se développe, mais qu'il faut continuer à développer, c'est l'apprentissage. C'est ça. Voilà, donc, et je pense que voilà, nous ne sommes pas tous allés suffisamment au fond sur ces questions d'apprentissage. Nous croyons également beaucoup, parce que nos emplois sont des emplois de proximité. Donc, ce sont des emplois de territoire. Et donc, nous croyons beaucoup également à la possibilité de développer du maillage territorial entre les employeurs. C'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir des groupements d'employeurs qui puissent, sur les territoires, alors permettre plusieurs choses, répondre à des besoins temporaires, donc ça existe déjà dans certaines régions, mais pouvoir éventuellement également avoir des formules de temps partagé. Voilà, si on n'a pas besoin de temps plein, soit à domicile, soit en établissement ou service, être en capacité d'être dans des logiques de maillage territorial. Bref, privilégier la question du territoire à la question du statut des personnes. Et puis, ça va peut-être vous étonner, venant de la présidente de la FEAP, mais on croit également à la possibilité de développer des opportunités d'exercice en libéral. C'est-à-dire, on pense qu'il faut également sortir de sa simple logique tout salarié ou tout libéral. Oui. On a dans nos établissements, et par exemple en EHPAD, on a des plateaux techniques, voilà, pour des kinésithérapeutes, pour des orthophonistes, pour un certain nombre de professionnels. On se dit que en dehors des horaires, avec un partage qui est très clair, etc., on pourrait très bien se dire qu'il y a du partage entre du temps salarié et du temps, du temps libéral. On voit bien que déjà un certain nombre de professionnels le font, parce que l'activité libérale, c'est cette capacité à s'organiser, mais c'est quand même un exercice très individualiste et très individuel, et d'aucuns souhaitent également avoir un travail en équipe. Donc il faut qu'on soit en capacité de mailler ces questions-là. Et puis, il faut également qu'on recrute de manière différente. Alors, bien sûr, il faut utiliser tous les réseaux sociaux et tout ce qui existe aujourd'hui, mais se développe, par exemple, chez un certain nombre de nos adhérents, le sujet de la cooptation. C'est-à-dire que ce sont les salariés eux-mêmes qui, finalement, font de la pub pour les employeurs, sur le thème de « Viens donc nous rejoindre ». D'abord, on travaillera ensemble et en plus, voilà ce que le projet de celles et ceux qui le portent, et ben, ça fonctionne très bien, parce que je crois que c'est les professionnels qui parlent encore le mieux de ce qu'ils font et de la manière dont ils vivent leur métier. Très bien, voilà un tableau général d'un certain nombre de points sur lesquels on va probablement revenir. Moi, je me tourne maintenant vers Annie Dussuet. Donc, vous étudiez depuis plusieurs années le secteur de l'aide à domicile. Quelles difficultés structurelles vous pouvez observer ? Oui, alors c'est vrai que moi je vais mettre la focale sur l'aide à domicile, puisque c'est mon terrain de recherche et celui de mes collègues co-auteurs du livre Aide à domicile, un métier en souffrance et sortir de l'impasse, ce qui est important, le sous-titre aussi. Mais ceci dit, je pense que certaines problématiques sont communes avec les métiers qui sont exercés en établissement, avec donc les autres métiers du sanitaire et du social aussi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que dans le domicile, les difficultés sont accentuées. Elles sont accentuées parce que le cadre
du travail, c'est un domicile privé. Et ça a des conséquences sur un certain nombre de points qui sont difficiles à améliorer en quelque sorte. Alors le point majeur qu'on a pu relever dans nos enquêtes, c'est, alors ça a déjà été un peu dit par Madame de Saulle, c'est la difficulté à reconnaître les compétences réelles des personnes qui exercent cette activité. Et là, dans les domiciles, c'est d'autant plus important, cette difficulté à reconnaître les compétences et à reconnaître, on peut même aller au-delà, à reconnaître la réalité même du travail qui est effectué. Parce qu'au fond, il y a une proximité très grande entre les tâches qui sont effectuées par les aides à domicile dans le cadre de leur métier et celles qui sont effectuées par ailleurs, le plus souvent par des femmes, au sein des foyers, quand il s'agit de tout simplement de préparer le linge, de préparer la nourriture et de servir cette nourriture, de faire manger, etc. Tous ces gestes sont des gestes qui sont aussi accomplis par ailleurs sous une forme non professionnelle. Donc, de ce fait, la professionnalité des aides à domicile est très difficile à reconnaître, même s'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits dans ce domaine dans les années écoulées. En tout cas, ça, c'est vraiment un point fondamental, c'est qu'il y a malgré tout une certaine naturalisation des compétences qui sont mises en œuvre par les aides à domicile. Donc ça, c'est un premier point. Et du coup, ça a aussi un impact sur la vision, la perception du public. Je dis du public, c'est-à-dire finalement de nous tous, nous toutes, des personnes âgées qui sont aidées à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap qui sont aidées à leur domicile, des pouvoirs publics, de l'entourage des personnes âgées. Il y a cette idée que finalement, c'est un travail que n'importe qui pourrait réaliser. Et il y a une minimisation de l'importance de ce qui est effectivement réalisé. Alors, de fait, ça se traduit par un déficit de reconnaissance au niveau matériel, on peut dire ça comme ça, puisque du coup, il y a une difficulté à reconnaître, vous disiez la qualification n'est pas tout, mais elle est importante quand même. La qualification, c'est une reconnaissance sociale des compétences. C'est la reconnaissance de nécessité de compétences pour exercer certaines tâches. Et cette qualification, elle est très peu reconnue pour les aides à domicile, ce qui débouche sur une rémunération qui est très souvent au salaire minimal. Il y a d'autres aspects à ça. Il y a d'autres aspects parce que on peut dire aussi que cette minimisation de l'importance du travail, elle débouche aussi sur une restriction des temps qui sont comptabilisés et qui sont perçus comme étant nécessaires pour exercer les tâches. Par exemple, on va considérer que c'est possible de venir à domicile pour une demi-heure, pour faire le lever d'une personne âgée, pour lui donner son petit déjeuner, et puis aussi pour faire un minimum de vaisselle, de ménage, etc. Et ça a comme conséquence un émiettement des plannings des aides à domicile et une difficulté, voire une impossibilité à exercer à plein temps. Ce qui explique que très souvent, les aides à domicile sont payées en dessous du SMIC, en cumulant avec une reconnaissance faible de qualification. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il y a une troisième chose qu'on pourrait ajouter, qui explique aussi ces difficultés, c'est le contexte général de concurrence dans lequel se trouvent les organisations qui offrent des services d'aide à domicile, puisqu'il y a différents types de
d'emploi, finalement, à travers différents types d'employeurs. Les employeurs peuvent être les particuliers eux-mêmes, les personnes âgées elles-mêmes, ou bien ce peut être des associations qui sont employeuses, ou bien encore des entreprises à but lucratif, des entreprises commerciales. Alors ça a comme effet que les règles d'exercice dans ces 3 types d'emplois ne sont pas les mêmes. Et qu'évidemment, il y a des coûts différents attachés à ces 3 types d'emplois, ce qui pose évidemment problème. Marcel Gégère, je vous ai présenté comme étant professeur émérite au conservatoire, au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, mais dans vos différentes casquettes, expériences, vous présidez, je crois, un organisme de formation qui s'appelle l'UNAFORIS. Alors expliquez-nous d'abord ce qu'est l'UNAFORIS. Oui, j'ai dirigé des organismes de formation, mais l'UNAFORIS, c'est en fait l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale. Et donc, en clair, c'est une fédération, on pourrait dire, qui rassemble à peu près la centaine d'organismes de formation dans le secteur social et médico-social. Ça correspond à peu près à 50 000 étudiants. Donc, on a là une observation de phénomènes qui sont quand même assez caractéristiques de la situation singulière dans laquelle nous nous trouvons. Quand j'avais commencé dans le monde de la formation, au début des années 80, on peut dire qu'à l'inverse, il y avait une hyper attractivité des métiers du social. Et je me rappelle qu'on était interrogé sur le nombre de candidats à l'entrée de nos écoles. Et on nous disait, pour 80 places, vous avez jusqu'à 2000 candidats, et en fait, vous leur faites payer à chaque fois des frais d'inscription, etc. Donc, il y avait quand même une suspicion quant à la façon dont on pratiquait les sélections. Et ça, je l'ai connu jusqu'au début des années 90. Et aujourd'hui, après, j'ai connu le basculement. Il y a eu effectivement un basculement qui n'est pas si récent que ça, hein. En fait, c'est un basculement qu'on a vu à la fin des années 90. Et il resterait d'ailleurs à s'interroger sur les raisons pour lesquelles, progressivement, le secteur s'est un peu appauvri en amont. Parce qu'en fait, le problème, c'est là où j'adhère tout à fait aux analyses qui ont été faites à l'instant. Mais le souci qu'on peut avoir, c'est celui de l'amont. Pourquoi, du côté de jeunes, futurs professionnels, on espère qu'ils deviendront des futurs professionnels, pourquoi ils s'engagent avec beaucoup d'enthousiasme, parfois dans la vie associative, dans la réserve citoyenne, on l'a vu au moment de la Covid-19, donc ils sont très actifs, très militants, et pourquoi en même temps ils sont réticents par rapport au secteur qui est susceptible de les accueillir sur le long terme. Donc là, il y a vraiment une interrogation. Il y a plusieurs éléments qui vont intervenir. On fera l'hypothèse que les questions statutaires salariales sont évidemment très importantes, mais ce ne sont pas les seules. Il y a des modifications, on pourrait dire sociétales, en tout cas dans le rapport au travail. Enfin, c'est de plus en plus analysé par les sociologues. Mais il y a quelque chose là qui s'inscrit assez durablement dans le paysage. Il y a peut-être un élément aussi qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que il y a une modification de la formation elle-même, je pourrais y revenir, mais c'est surtout l'importance pour des jeunes de s'inscrire dans des collectifs. Or, ça aussi, c'est une banalité d'évoquer l'individualisation des rapports sociaux et le fait qu'il y a un plus grand émiettement, une plus grande solitude aussi des acteurs, qui font qu'ils ne trouvent pas nécessairement dans ce monde professionnel et puis dans le monde de la formation des réponses à leurs attentes. Il y a un élément que je voudrais souligner, c'est le rapport à la complexité de ce secteur. Parce que quand on parle de l'attractivité des métiers, allons-y, combien de métiers?
Et là, à chaque fois, on ressort, parce que le CNAM avait travaillé sur cette question-là. On sait que pour le secteur social et médico-social, le Code de l'action sociale et des familles identifie 13 certifications. Ceci dit, l'ensemble des certifications assurées par au moins 5 ministères est actuellement de 143. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui veut travailler dans le social, comme on dit, qui a une idée assez floue de ce que pourrait être un travail d'éducateur, en réalité, il découvre un paysage extrêmement morcelé, extrêmement émietté, pour une part incompréhensible, avec des subtilités sémantiques qui échappent parfois même aux professionnels eux-mêmes. Et donc là, il y a quand même un problème de lisibilité du secteur qu'on n'a peut-être pas de manière aussi nette, ça, je ne vais pas trop m'engager là-dessus, mais avec le monde sanitaire, qui lui-même quand même est aussi assez diversifié. Donc, quand on dit par exemple qu'il y a en France, et les chiffres de l'adresse, 1 200 000 travailleurs sociaux, on sait que derrière, il y a en fait une myriade de catégories, puisque dans ce 1 200 000, en réalité, vous avez à peu près 90 000 éducateurs spécialisés et vous avez à peine 40 000 assistants de service social. Donc il y a un différentiel qui est tout à fait considérable et ça ne facilite évidemment pas l'accès à ce monde-là. Pour autant, je ne tiendrai pas un discours que négatif, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes, mais je crois qu'il faut être conscient du fait que c'est un secteur qui, spontanément, ne donne pas spécialement envie d'y adhérer tout de suite. J'évoquais l'amont, j'évoquais les racines anciennes de la crise. Aujourd'hui, dans le Haut Conseil du travail social, il y a un groupe qui travaille sur la prospective. Donc la question se pose de savoir si cette crise, c'est une crise durable, c'est une crise pour laquelle il y a plusieurs scénarios possibles. Mme De Saulles évoquait des pistes, notamment sur la question du libéral. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais il est certain qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de l'avenir, là où, dans notre secteur, on était quand même très focalisé sur le passé. Et il y a aussi la question peut-être du rapport au public, hein, les réticences que peuvent avoir des jeunes dans le rapport au public. Oui, ça c'est un point qui est souvent sous-estimé. Je pense que dans la représentation que, par exemple, des jeunes peuvent se faire du métier, il y a la représentation de l'institution, de cet univers plus ou moins bureaucratique, etc., technicisé, mais il y a aussi la question de la représentation des personnes dont on va s'occuper. Et là, je crois qu'il faut prendre la mesure de... Au moins, il y a deux phénomènes sur lesquels on a eu déjà l'occasion de travailler. C'est le phénomène des inquiétudes suscitées par certains comportements, parce qu'on est quand même dans un contexte, c'est dit et redit, où les questions de santé mentale occupent une place croissante, en tout cas dans les préoccupations aussi. Donc la question du rapport au public fait qu'il y a la question de, je vais dire comme ça, de la peur, puisque j'ai en tête un colloque qu'on avait organisé qui s'intitulait justement « Travailler avec la peur », donc ça c'est un élément. Et puis un autre élément, c'est surtout dans le champ du médico-social ou des personnes en perte d'autonomie, c'est aussi ce que certains sociologues appellent le dégoût, toute la thématique de la sociologie du dégoût, la notion de fardeau, enfin, tout un vocabulaire qui peut être très péjoratif, très négatif, mais qui en fait alerte sur des éléments sur lesquels, on va dire, entre gens bien, on ne va pas en parler, mais dans la réalité, et entre les professionnels eux-mêmes et entre les jeunes eux-mêmes, s'échangent des effets de représentation qui pèsent beaucoup quand même ensuite dans le rapport au travail. Et ça, je crois que c'est pas que le rapport au travail, c'est aussi le rapport au travail social et médico-social avec ces aspects-là. Mais peut-être que c'est un peu qui discute. Peut-être, Madame De Saulles, effectivement, rebondir là-dessus et puis nous dire qu'est-ce qui attire les jeunes aujourd'hui pour rejoindre les métiers du sanitaire et du social. On va renverser un peu la question, on va la faire de manière positive.
en sachant que d'ores et déjà dans les questions, on nous dit que la question des salaires est importante, on sait que la question des salaires est importante, mais on sait aussi, et c'est vrai dans d'autres branches professionnelles, qu'elle n'épuise pas tous les sujets sur l'attractivité et la fidélisation. Alors, permettez quand même à la présidente de la FEAP de dire qu'effectivement, le sujet de la rémunération est un sujet important. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, une aide-soignante en EHPAD, dans le secteur associatif, va toucher 230 € net de moins qu'un aide-soignant qui va travailler dans le public. Donc, quand on sait que ce sont des salaires qui ne sont pas très élevés, vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, la meilleure organisation, à un moment donné, la question de 230 € par mois de plus ou de moins va peser sérieusement. Donc oui, il y a un sujet de rémunération dans le secteur privé solidaire. Le deuxième élément pour rebondir, c'est qu'on a besoin aussi d'une communication positive. Donc, moi, je dis souvent aussi, je reprends toujours mon aide-soignant en EHPAD, excusez-moi, mais je pourrais le dire dans un SIAD de la même façon. Quand vous êtes aide-soignant en EHPAD et que vous sortez le vendredi soir et qu'on vous demande quel est le métier que vous faites, eh ben, vous n'êtes pas forcément fier de dire que vous êtes aide-soignant en EHPAD, ou si vous le dites, vous allez avoir un certain nombre de commentaires sur « Ah, ma pauvre, voilà, dans quelle situation tu t'es mise ?» Donc, on a quand même un sujet qui est un sujet, j'allais dire, de représentation des sujets. Et clairement, on a eu un certain nombre de communications assez négatives sur le secteur des métiers du grand âge ces dernières années. Et donc, on a besoin de relancer une communication positive parce que oui, il y a des professionnels heureux en EHPAD, en SIAD et en aide à domicile. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ces questions-là. Il faut qu'on travaille sur les représentations que l'on peut avoir de nos métiers en s'appuyant effectivement sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que c'est quand même les métiers de l'humanitaire d'aujourd'hui. Et c'est les métiers de l'humanitaire en proximité. D'aujourd'hui. Donc on doit être en capacité de porter ces questions-là. Et une manière également d'attirer que nous utilisons, les adhérents de la FEAP utilisent, c'est la question des services civiques. Et donc on se rend compte que faire arriver les gens dans nos établissements et services qui n'ont pas encore choisi forcément de carrière, qui ne savent pas exactement vers où ils vont aller, mais leur donner à voir la réalité des choses, on se rend compte qu'on a un taux pour le coup de fidélisation des personnes qui arrivent en service civique qui est important et qui permet ensuite et qui les entraîne ensuite dans des logiques de professionnalisation. Et pour autant, le sujet n'est pas que la rémunération. Nous, on voit bien les jeunes actuellement qui frappent à la porte de nos établissements. Ils vont poser 3-4 questions. Bon, la question de la rémunération, d'accord. Ils vont poser également la question de l'organisation du travail et des plannings. C'est-à-dire, est-ce que les plannings sont respectés? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a la question de la bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, ce n'est pas la contrainte qui est contestée, c'est le respect de ce qui a été donc prévu. Avec aujourd'hui un certain nombre de démarches qui se mettent en place dans les établissements et services, qui est que les plannings sont organisés par l'équipe. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du management, ils sont organisés par l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait la contrainte est partagée par l'équipe. C'est vraiment derrière la manière dont je suis associé à la contrainte et à la gestion de la contrainte. Le troisième élément sur lequel également les jeunes vont venir, c'est sur leur niveau d'autonomie et sur leur niveau de capacité à avoir un rôle réel dans la manière dont ils vont soigner, accompagner les personnes. On a des exemples aujourd'hui en EHPAD de structures qui sont allées sur la méthode Montessori. On connaît tous la méthode Montessori pour les enfants, elle est en train de se développer également dans les EHPAD. Mais vous pouvez, il y a d'autres formules de ce type-là, mais qui est la manière dont comment je construis une relation bienveillante
avec la personne que je soigne ou que j'accompagne. Ce sont donc des projets en fait d'établissement, ce sont des projets de services qui sont valorisés. Et puis le dernier élément qui joue, c'est la logique de la RSE. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi le projet de votre établissement ou de votre service sur la transformation écologique, sur tous ces éléments-là? Qu'est-ce que vous faites? Et donc, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire dans l'établissement et le service pour être un acteur de cette logique de la transformation écologique? Donc, on est vraiment dans un changement de perspective de la part de ces jeunes. Donc, à charge à nous de nous y adapter et de proposer des réponses qui soient adaptées. Mais je suis persuadée que quand on le fait, les jeunes ont envie de ces métiers-là. Parce que ce sont des métiers qui ont du sens, et ça, ils le comprennent. Alors, Madame Dussuet, donc sur l'aide à domicile, bon, l'ouvrage se concentre sur le travail, hein, bien sûr, sur les conditions de travail, sur les conditions d'emploi. Vous, si j'ai bien compris, ce que vous notez, c'est que c'est pas forcément la question du sens au travail qui est posée, mais parce que voilà, a priori, il n'y a pas réellement d'interrogation là-dessus, mais plutôt ça renvoie à des questions de politique publique sur l'organisation du travail. Oui, ce que je voudrais souligner, parce que je suis complètement d'accord. C'est mieux avec le micro. Ouais. Ce que je voudrais souligner, parce que je suis complètement d'accord avec Madame de Saulle sur cette recherche de sens dans le travail, c'est que dans les enquêtes qu'on a pu faire auprès d'aides à domicile qui exercent ce métier, c'est cette idée que oui, ce métier a du sens, qu'elle l'aime, on pourrait dire ça aussi simplement que ça, parce que ça veut dire apporter du bien-être à des gens, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap qui sont en difficulté. Donc ça, le sens, il est là. Et au fond, bon. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est des professionnels qui sont en souffrance du fait, pour aller très vite, je dirais, de l'industrialisation du métier. C'est-à-dire du fait que, pour des raisons essentiellement financières, on leur demande de faire leur travail dans des temps qui ne leur permettent pas de le faire bien. Ne pas pouvoir bien faire son travail, eh bien, c'est un facteur de souffrance pour ces professionnels. Et voilà, je crois que effectivement, le problème est peut-être pas tant la question de l'attractivité du métier que celle de la fidélisation des professionnels. J'ai rencontré encore récemment plusieurs directeurs de structures associatives d'aide à domicile qui me disent, mais des gens qui veulent venir, enfin, des candidats, des candidates, nous en avons. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou un petit peu plus, eh bien, ils s'en vont parce qu'ils disent ben non, moi, dans ces conditions-là, ça ne me convient pas. Et donc ça, je pense que c'est véritablement un problème. Et là où il s'agit de politique publique, c'est que effectivement, dans ce secteur de l'aide à domicile, il y a un financement qui est un financement horaire, qui passe par les allocations qui sont versées aux bénéficiaires de la protection sociale, que ce soit les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Et c'est à partir de ces allocations que sont définis des plans d'aide avec des horaires pour travailler, pour effectuer un certain nombre de tâches. Et ça, eh bien, ça empêche aussi l'autonomie dans l'organisation, ça empêche de développer des innovations comme celles dont vous parlez, et que volontiers, oui, les travailleuses de ces secteurs seraient tout à fait prêtes à mettre en œuvre. Puis encore peut-être une dernière chose, la question, parce que ça a été évoqué par Marcel Jäger, sur la question du collectif. Et alors, dans l'aide à domicile, on est seul à domicile. Et ça, c'est une vraie difficulté inhérente au métier, on pourrait dire. Sauf que il peut y avoir du collectif dans ce métier, à condition qu'il y ait un employeur qui
autorisent, enfin, ou qui mettent les ressources à disposition pour, que ce soit en termes de lieu, en termes de temps, en termes de temps, de rencontres, de réunions, d'échanges. C'était dans le rapport Al Khomri, effectivement. Oui, mais bien sûr, on n'invente plus grand-chose, je dirais. Monsieur Gégère, là-dessus, sur... Oui, d'abord, on parle de secteurs qui ne sont pas tous identiques. C'est-à-dire que dans le domaine de la formation, nous, on développe des formations, on va dire, à caractère généraliste, avec un périmètre extrêmement large, donc pas spécifiquement pour préparer des personnes à travailler à domicile. Et par ailleurs, d'ailleurs, au passage, je vais dire que l'appareil de formation lui-même, il a été assez peu ciblé sur les questions de la perte d'autonomie, de l'âge, et plus sur la question du handicap, mais surtout, il est né historiquement de la question de la protection de l'enfance. Et c'est en lien avec, d'ailleurs, la Convention collective de 1966, dite de l'enfance inadaptée. Donc, on hérite de ça. Et quand j'étais directeur général de l'IRTS de Montrouge-Neuilly-sur-Marne, on était un certain nombre à dire qu'il y avait quand même un écart assez considérable entre les besoins sociaux qui étaient de plus en plus tournés vers le vieillissement de la population et puis alors que du point de vue de l'appareil de formation lui-même, on était plutôt sur la question de la protection de l'enfance ou du handicap pour les enfants, etc. Donc là, il y a des effets de ciseaux, il y a une inadaptation relative de l'appareil de formation par rapport à ça. L'autre chose que je voudrais dire sur la question du sens, c'est pour ça que je précise qu'on n'est pas exactement dans le même champ, parce que je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Je pense que la question du sens, elle reste centrale dans une majorité d'ailleurs pour une majorité de ces métiers, parce qu'il y a une ambiguïté sur la notion de sens. Parce que dans le mot sens, je peux avoir la référence à des racines anciennes qui font que, comme on dit, je m'inscris avec des fondamentaux, donc il y a des valeurs fortes, etc., qui sont intangibles. Mais ce qui fait sens, c'est aussi le sens vers lequel, les directions vers lesquelles on doit aller. Or, je pense qu'il y a souvent des interrogations, pour ne pas dire des doutes, sur les finalités même de l'action. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé, elle travaille sur des recommandations. Et s'il y a recommandations, c'est parce que justement, il y a un espace d'indécision quant à la conduite à tenir dans certaines situations. Et ce qui fait que dans les formations, on accorde une place tout à fait importante à la réflexion sur la pratique, par petits groupes, à la réflexion éthique. Mais s'il y a ça, c'est parce qu'il y a justement un doute. Pour ça, s'il n'y avait pas interrogation sur le sens, mais je pense qu'on peut être d'accord, c'est les questions de formulation, hein, mais je voulais quand même préciser ce point-là. Il y a aussi une question qui est que là, c'est vrai qu'on pose le sujet, et c'est un peu normal, parce qu'on est dans ces grands dossiers de la protection sociale, on le pose de manière quantitative, c'est-à-dire on se dit il faut X milliers de personnel sur l'aide à domicile, il faut X milliers de personnel dans les établissements pour le bien vieillir, pour la prise en charge de la perte d'autonomie, pour la prise en charge du handicap, etc. Mais on sait très bien que toutes les personnes qui sont susceptibles de devenir intervenants, que ce soit à domicile ou en établissement, ne sont pas forcément en capacité de le faire, tout simplement pour des raisons, parce que manque d'empathie, parce que difficulté d'équilibre psychologique. Je pense que ces questions aussi, elles doivent être dites, hein, parce que derrière, si effectivement on recrute pour recruter, c'est un des problèmes qu'a le secteur, hein, je pense. Hein. Marie-Sophie De Saulles là-dessus, peut-être. Oui, je suis pas sûre. Bon. Et donc, non, mais je dis un peu en plaisantant, mais je crois surtout, je crois à la logique de la formation. Oui, et voilà. Donc de la capacité. La formation, c'est pas juste de la technique. La formation, c'est aussi de la compréhension. Des bonnes attitudes à avoir. Et pour revenir sur ce qui était dit, sur la question du sens, ce qui me semble aussi, c'est que le sens évolue.
historiquement, c'est pour ça qu'on a besoin aussi des recommandations de l'HAS, etc. C'est-à-dire que la place des personnes telle qu'elle est revendiquée, et donc la parole des personnes telle qu'elle est souhaitée, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait il y a 50 ou 60 ans, où l'objectif, y compris sur le handicap, était de sortir des gens des hospices et de leur proposer un établissement. Donc en fait, le sens du travail des professionnels est interpellé de façon majeure et massive par la volonté des personnes d'avoir quelque chose à dire sur l'accompagnement qu'elles souhaitent, qu'elle soit à domicile ou qu'elle soit en établissement. J'insiste sur ça parce que, et là on a un problème, ou on pourrait avoir un problème avec tous les appareils de formation, c'est-à-dire de la difficulté à enseigner ce passage et cette transformation de compétences qui est attendu par les professionnels. Et là, les jeunes peuvent nous aider sur ces questions-là. Parce que on a souvent parlé de la relation asymétrique soignant-soigné, accompagnant-accompagné. Il faut qu'on réussisse à passer dans une relation plus égalitaire d'écoute des uns et des autres. Là, on a besoin, j'allais dire, et en formation initiale et en formation continue, de travailler sur ces questions-là. Et c'est pour ça que donc nous relevons de l'OPCO Santé, donc où il y a donc des programmes qui se mettent en place, justement pour faire évoluer les pratiques professionnelles, et puis aussi pour permettre des parcours professionnels. Parce que ce qui me semble important dans tout ça, c'est que on ne se dise pas j'arrive en tant qu'aide-soignant ou aide à domicile, parce que c'est ou auxiliaire de vie sociale, enfin, donc on peut, ou éducateur, etc. Et en réalité, toute ma carrière sera celle-là. Et donc, on a un vrai travail pour montrer qu'il y a une possibilité de développement professionnel des collaborateurs, pour être en capacité de visualiser les évolutions de parcours possibles. Et quand je dis les évolutions de parcours, c'est autant, et je crois qu'on en a tous besoin, des passages entre des activités à domicile et des activités en établissement. Et puis c'est aussi avec des responsabilités qui sont des responsabilités différentes. Alors évidemment, on sait l'aide-soignante qui devient infirmière, ou l'éducateur spécialisé qui devient cadre éducatif. Mais il y a tellement d'évolutions aujourd'hui en termes de pratique et de type d'accompagnement nécessaire pour et le domicile et les établissements, que la responsabilité que nous avons en tant qu'employeur, c'est donner à voir que lorsque l'on rentre dans ce secteur d'activité, on aura des évolutions possibles et on sera en capacité d'accompagner cette évolution-là, soit par le biais de la VAE, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais moi je crois beaucoup à la validation des acquis de l'expérience, et on a un mal fou dans ce pays à la faire fonctionner donc correctement, ou par des formations. À l'inverse, un des enjeux aujourd'hui bloquants est quand même la logique de la capacité financière d'accompagner les établissements et les services dans ces logiques de promotion professionnelle. Donc, et là, on a un sujet de politique publique, parce que si on n'est pas aidé financièrement pour remplacer le collaborateur qui part en formation, clairement, il y aura un frein à ces possibilités de parcours professionnel. Alors, sur les parcours professionnels, je crois que Madame Dussuet, puis Monsieur Gégère, peut-être après, peuvent rebondir. Juste un petit mot pour souligner mon accord avec ce que vient de dire Madame de Saulle, parce que pendant longtemps, on a pu considérer que finalement, l'aide à domicile, c'était un métier où on n'avait pas de possibilité de carrière professionnelle. Or, on voit se développer, il y a un certain nombre d'expériences dans des organisations pour faire des passerelles, par exemple, entre établissements
et domicile, ou bien encore pour effectivement développer les compétences dans un domaine plus particulier en faisant par exemple de l'animation à domicile ou en développant des accueils de jour. Enfin, il y a tout un tas de choses à inventer, mais on retrouve toujours le même verrou là, qui est la question des financements de ces temps qui ne sont pas perçus comme des temps indispensables. Dans l'aide à domicile, c'est essentiel ça, puisque le financement des interventions est au temps, donc on considère qu'il faut absolument que les gens soient propres, qu'ils aient mangé, voilà à peu près l'essentiel, et le reste, eh bien le reste on considère que c'est un peu du supplément d'âme, alors que c'est peut-être l'essentiel finalement du métier. Donc voilà, ça je crois que c'est essentiel, ce verrou autour du financement au temps. Voilà. Sur le financement, je ne vais pas en rajouter. Je pense qu'on est tous au clair par rapport à ça. Mais dans ce que dit Madame De Saulles, il y a un élément, je pense, qui est important sur la mobilité. Je voudrais revenir sur la question de l'apprentissage et de ces questions-là. Effectivement, aujourd'hui, il y a une plus grande diversité des modalités de formation qu'autrefois. Avant, on faisait une distinction un peu tranchée entre formation initiale et puis il y avait ensuite la formation continue. Aujourd'hui, on raisonne de manière beaucoup plus continue, enfin il y a moins de différence entre ces deux univers, et notamment parce qu'on voit se développer des formules tout à fait intéressantes. Concernant l'apprentissage, par exemple, ce que valorise quelqu'un comme Jean Arthuis, c'est de l'apprentissage de longue durée, notamment ce qui se pratique dans un certain nombre de pays européens, et donc on travaille actuellement sur cette évolution de l'apprentissage. Sur la VAE, on parle de VAE inversée, on parle de modalités également, ouais. Mais surtout ce qui est important, c'est que il puisse y avoir une possibilité pour les professionnels, et notamment pour les jeunes, d'avoir un parcours évolutif, alors non seulement ascendant, pas que ascendant, il peut être aussi latéral, hein, dans la mesure où ce qui est souhaité surtout, c'est de ne pas être enfermé dans un statut sur une durée. C'est là où on est en train d'essayer d'avancer, non sans mal, je dois dire, sur des liens entre formation professionnelle et formation enseignement supérieur, de façon à ce que pour un certain nombre de professionnels, il y ait des ouvertures, notamment sur un point d'ailleurs qui ne correspond pas évidemment à l'ensemble des professionnels, mais cette idée que c'est un secteur dans lequel ce qui est important, c'est la production de connaissances nouvelles, notamment sur les publics et sur l'activité. Parce que d'abord, dans la définition du travail social, du Code de l'action sociale et des familles, il est fait référence au fait qu'on s'appuie sur des savoirs. Or, quand on dit savoir, nous, on essaie de plus en plus de faire en sorte que, au-delà de la formation, que ce ne soit pas que de la transmission de connaissances, mais qu'il y ait un système un peu interactif, et ça inclut, je vais utiliser un gros mot, l'accès à la recherche, parce qu'il y a un certain nombre de professionnels qui souhaitent, comme c'est le cas d'ailleurs pour les infirmières, aller jusqu'à un doctorat, et il faut que cette possibilité soit ouverte. Même si on est bien d'accord, ça ne concerne qu'une minorité probablement, mais pour les professionnels, le fait qu'il y ait cette possibilité, eh bien, ça ouvre en tout cas, ça donne l'impression d'avoir un avenir un peu plus ouvert. Donc ça, c'est un des enjeux forts pour nous. Donc voilà, on est effectivement, on a fait beaucoup de constats, on a parlé d'un certain nombre de leviers éventuels qu'on pourrait faire bouger. Il y a la question, effectivement, sortir de la logique horaire, mais c'est vrai que sortir de la logique horaire, il faut aussi construire un dispositif alternatif. Je ne sais pas si vous en avez un. Ah. Mais oui, bien sûr qu'il y en a un. Ah bon. Tous les rapports du monde existent. On a mis dans la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière une possibilité d'expérimenter la logique de forfait. En fait, on n'a absolument pas besoin d'expérimenter, on sait faire. Donc le seul sujet aujourd'hui, c'est la décision politique de généraliser la logique du forfait global pour les services à domicile.
Bon, donc ça, c'est voilà, un levier qui paraît consensuel. Moi, si je peux me permettre un témoignage, c'est que le début de ma carrière, enfin, c'était même pas le début de ma carrière professionnelle, mais c'était quand même déjà il y a plus de 20 ans, voire presque 25 ans, il y avait un fonds de modernisation de l'aide à domicile qui avait été créé en loi de financement de la sécurité sociale. Et il y avait déjà le sujet de la VAE pour l'aide à domicile. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'entendre des débats qui parfois sont évidemment reviennent de manière régulière. Alors dans les questions, on a plutôt des témoignages, on va dire. C'est-à-dire reconnaître, c'est d'abord mieux rémunérer, mais pas seulement. Il est important de mieux accompagner les salariés. Alors c'est vrai que derrière, ça demande pour les employeurs de l'engagement, hein, sur la prévention, sur l'articulation vie professionnelle, vie privée, sur l'autonomie, l'organisation partagée, temps nécessaire pour faire son travail. La question du sens du métier, c'est indéniable, le souci, le décalage entre les valeurs pour lesquelles on exerce ce métier et la pratique. Faire une toilette en 10 minutes est maltraitant, réaliser des dépassements de fonction, etc. Or, on est plus focalisé sur la productivité, en même temps il y a une activité, voilà. Or il s'agit de métiers orientés vers l'humain. Bon, voilà, c'est pas franchement une question. Alors on parle beaucoup des causes du manque d'attractivité, des constats de difficultés, mais peut-on partager les leviers qui ont été testés et les lignes politiques à faire bouger? On a parlé d'une, est-ce qu'il y en a d'autres? La convention collective unique, est-ce que ça serait un levier? J'espère. Comme ça fait 2 ans que nous travaillons sur la convention collective unique, j'espère que ça va être un levier pour avancer sur les questions d'attractivité. Je rappelle que c'est une branche donc, qui correspond à peu près à 1 million de professionnels. Donc, dans la logique d'une convention collective unique étendue, on y travaille depuis 2 ans. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je rappelle d'abord que l'accord formation relève déjà de la logique de la convention collective unique étendue, que l'année dernière, on a fait donc un accord sur l'emploi des travailleurs handicapés qui relève également de cette CCUE, et que dernièrement, donc, nous avons défini la prime de Ségur pour tous, qui relève également de cette CCUE. Et en parallèle de cette prime Ségur, nous avons donc signé un accord de méthode avec les partenaires sociaux pour travailler sur les autres champs de cette logique de convention collective unique. Donc évidemment, tout le monde voit le sujet classification, rémunération, temps de travail, durée du travail, etc. Donc c'est vrai objectivement que ça fait quand même 70% d'une CCUE. Hein, donc nous sommes actuellement en train de travailler sur ces questions-là. Mais tout à l'heure, je vous ai cité la question de la santé au travail. Et je considère que le sujet de santé au travail est également majeur dans le cadre d'une CCUE. Et puis voilà, on a tous les autres thématiques que l'on doit travailler. Donc aujourd'hui, on travaille, mais déjà depuis plus d'1 an, avec les partenaires sociaux sur les logiques de classification, rémunération, temps de travail, durée de travail. Donc nous progressons au rythme des discussions avec les partenaires sociaux. Mais je rappelle systématiquement qu'en réalité, alors là je parle autant que présidente de Access, donc qui regroupe Nexem et la FEAP dans la négociation de cette CCUE, que nous avons en fait 2 tables de négociation. Nous avons une table de négociation avec les partenaires sociaux, mais nous avons également une table de négociation stratégique avec les pouvoirs publics. Parce que sur la question centrale, notamment de la question des rémunérations, la question de quelle enveloppe financière peut-on disposer pour pouvoir discuter avec les partenaires sociaux est quand même un élément assez majeur, voyez-vous, pour ne pas mettre en difficulté tous les établissements et les services de France et de Navarre. Et donc, nous aurions dû avoir en juillet l'enveloppe, elle nous avait été annoncée, donc l'enveloppe financière sur laquelle on pouvait compter pour pouvoir travailler, classification, rémunération, etc. Vous voyez à peu près ce qui s'est passé cet été. Donc voilà, donc nous n'avons pas eu cette enveloppe. Et donc forcément, aujourd'hui, je veux dire, il faudra que cette table de négociation stratégique-là définisse la logique de l'enveloppe financière pour qu'on puisse conclure avec les partenaires sociaux dans l'autre table de négociation. Alors,
on a encore plein de sujets à discuter avec les partenaires sociaux, donc on n'est pas en manque. Et la question pour l'instant du niveau d'enveloppe n'est pas encore un élément bloquant, mais clairement, c'est un sujet qui est un sujet majeur. Et je voudrais vous dire que sur ces questions-là, l'organisation, la crise Covid a quand même tout changé. On n'en a pas parlé, hein, mais dans la relation au travail, dans l'articulation vie personnelle et vie professionnelle, vraiment beaucoup de choses qui ont changé. La difficulté de la plupart de nos métiers, pas tous, parce qu'il y a des métiers administratifs, etc., c'est qu'en réalité, la logique du télétravail, 2 jours par semaine, ça marche moyen. Voilà. Donc on ne peut pas effectivement aller sur ces sujets-là. Donc il faut quand même qu'on travaille sur d'autres réflexions qui nous permettent de mieux articuler vie professionnelle, vie personnelle. Et donc, sur ces sujets-là, nous, on suit avec beaucoup d'attention la semaine de 4 jours. Pour ces métiers qui sont des métiers de service et qui nécessitent de la présence et de la présence réelle. Et alors, ça ne nécessite pas une CCIE, puisqu'en réalité, hein, c'est une négociation locale avec les adhérents et donc les établissements et les services, mais ça nous semble être une réflexion sur laquelle il faut sans doute qu'on avance. Les pays européens avancent pas mal sur ces sujets-là, et je crois que ça peut permettre, j'allais dire, d'avoir un impact sur ces questions d'articulation vie professionnelle, vie personnelle. De redonner une marge de manœuvre. Très bien, bah écoutez, c'était merci beaucoup à vous trois, hein. C'était une table ronde très très intéressante. J'espère qu'on n'a pas épuisé le sujet. C'est logique, mais on a au moins, je pense, abordé les principales questions et on a eu un dialogue tout à fait franc. Donc merci encore à vous, intervenants. On vous rappelle que vous pouvez évaluer, vous pouvez attester de votre présence, voilà, et puis que vous pouvez regarder, vous pourrez revoir tout cela en replay, comme on dit en bon français, sur la chaîne YouTube de la N3S, et que donc maintenant il est temps de rendre l'antenne, comme on disait autrefois. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et rendez-vous demain à 13h30 pour la 4e journée. Merci.